Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Destructeurs du Monde, le podcast qui explore les heures les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, on va aux États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale pour parler des camps de concentration pour les Nippo-Américains, c'est-à-dire les Américains d'origine japonaise. Générique. Pour comprendre comment tout cela a commencé, il faut remonter un peu en arrière. Dans les années 40, les États-Unis sont encore profondément marqués par la ségrégation. La population d'origine asiatique, et en particulier les Nippo-Américains, subissent une stigmatisation systématique. On les accuse d'être inassimilables, d'être malhonnêtes, et même de manquer d'hygiène. Les tensions raciales sont renforcées par une idéologie raciste du 19e siècle qu'on appelle le péril jaune. Elle présente les Asiatiques comme une menace pour la culture et l'économie américaine. Les Nippo-Américains sont accusés de voler les emplois des Américains de souche, entre guillemets, simplement parce qu'ils acceptent des salaires plus bas. En 1924, cette peur prend une tournure officielle. Le président Calvin Coolidge fait voter des quotas pour limiter drastiquement l'immigration asiatique. Objectif ? Favoriser l'immigration de la population européenne qui aurait des valeurs supposément plus proches de celles américaines. En parallèle, les relations entre les États-Unis et le Japon sont déjà glaciales. Le Japon, en pleine expansion militaire, occupe la Corée, envahit la Mandchourie et menace toute la région. Les Américains, eux, soutiennent la Chine et imposent des sanctions économiques au Japon. Et ce climat explosif va littéralement éclater un certain matin de décembre. Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise de Pearl Harbor fait plus de 2400 morts. Le pays est en état de choc. Dès le lendemain, Roosevelt déclare la guerre au Japon. Mais cette guerre ne se limite pas au champ de bataille. Elle se joue aussi sur le territoire américain, où la population nippo-américaine devient la cible de toutes les suspicions. Pourtant, avant Pearl Harbor, des études du gouvernement concluaient que les Américains ayant des origines japonaises étaient loyaux envers leur pays. Mais après l'attaque, le vent tourne. L'ordre exécutif numéro 9066, signé par Roosevelt le 19 février 1942, ouvre la voie à des déportations de masse. Cet ordre permet en effet aux autorités de désigner des zones militaires et d'y exclure certains civils. Et devinez qui est visé en priorité ? La communauté nippo-américaine, bien sûr. Les données du recensement de 1940, utilisées plus ou moins illégalement, permettent de cibler précisément les zones où cette population est la plus dense. Résultat, entre février et août 1942, 108 ordres d'exclusion sont émis, affectant 125 000 personnes. Imaginez, des familles entières sommées de vendre leurs biens, de quitter leur maison et de partir vers l'inconnu avec seulement quelques effets personnels. Parmi ces déportés, 2 tiers sont des citoyens américains, nés sur le sol américain et donc officiellement protégés par la Constitution. Mais cela n'empêche pas le général John DeWitt, administrateur du programme, de dire qu'il fallait interner, je cite, « chaque personne ayant une goutte de sang japonais ». Parmi ces 125 000 déportés, 30 000 étaient des enfants. L'administration a même poussé le vice au point d'y envoyer 101 orphelins, retirés de leurs orphelinats et familles d'accueil. Les victimes sont envoyées dans des camps de concentration répartis dans des déserts, souvent après un passage dans des centres de rétention provisoires. Les conditions y sont déplorables, des baraquements en bois mal isolés, une chaleur accablante l'été, un froid glacial l'hiver et une absence totale d'intimité. Officiellement, ces camps ne sont pas des camps de concentration, mais des centres de réinstallation. Voici comment le gouvernement décrivait le programme à l'époque. Évacuation. Plus de 100 000 hommes, femmes et enfants, tous d'ascendance japonaise, déplacés de leur foyer dans les États de la côte ouest vers des communautés de temps de guerre bâties dans des territoires vierges. Cette évacuation n'est pas la conséquence de cas individuels de déloyauté, mais est conçue pour éviter des risques militaires
à une époque où le risque d'invasion armée est grand. 2 tiers des évacués sont des citoyens américains par droit du sol. Les autres sont leurs parents et grands-parents, nés au Japon. Aucun ne fait l'objet de soupçons. Ils ne sont pas prisonniers, ils ne sont pas internés, ils sont purement et simplement des personnes délocalisées, les victimes indemnes de la guerre. L'époque, printemps et été 1942. L'endroit, 10 centres d'évacuation différents dans des territoires vierges en Californie, Arizona, Utah, Idaho, Wyoming, Colorado et Arkansas. En réalité, ces camps sont entourés de barbelés, surveillés par des miradors et gardés par des soldats armés. Les déportés vivent sous haute surveillance, coupés du reste du monde. Les adultes travaillent pour des salaires dérisoires, tandis que les enfants reçoivent une éducation basique, reçue par les rares instituteurs prêts à venir enseigner dans les camps. Quelques distractions, comme des matchs de baseball organisés par les déportés eux-mêmes, permettent aux familles d'oublier un instant leur enfermement. Fort heureusement, les violences sont rares dans les camps. En 1943 arrive un tournant inattendu. Les Nippo-Américains de deuxième génération, les Nisei, se voient offrir la possibilité de prouver leur loyauté en rejoignant l'armée. Un régiment leur est même dédié, le 442e régiment de combat. 33 000 hommes s'engagent, espérant que leur bravoure permettra à leur famille de retrouver leur liberté. Voilà comment l'administration de l'époque présente ce régiment spécial. Un régiment de combat nippo-américain, créé par le ministère de la Guerre début 1943. Quelques-uns des volontaires viennent d'Hawaï, quelques-uns de l'est du pays, là où il n'y a pas eu d'évacuation massive. Des centaines d'entre eux se sont portés volontaires pendant qu'ils étaient en centre de réinstallation. Ils se sont portés volontaires pour lutter contre le militarisme et l'oppression du Japon et de l'Allemagne. Ils savent contre quoi ils se battent et savent pourquoi ils se battent. Leur pays et pour les idéaux américains qui font partie de leur éducation. Démocratie, liberté, égalité des chances, sans distinction de race, d'ethnie ou d'ascendance. Cette unité est aujourd'hui encore la plus décorée de l'histoire militaire des États-Unis. Ce n'est qu'en janvier 1945 que les camps commencent à fermer, Roosevelt anticipant une décision de la Cour suprême qui s'apprêtait à rendre illégale la déportation. Chaque déporté reçoit 25 $ et un billet de train pour repartir à zéro, comme l'administration le fait pour des condamnés sortant de prison après avoir purgé leur peine. Mais pour beaucoup, il n'y a plus de maison à retrouver. Certains restent dans les camps, faute de pouvoir aller ailleurs. D'autres sont relogés par l'État et vivent dans des caravanes insalubres. Une minorité choisit, elle, de retourner au Japon, dégoûtée du traitement subi aux États-Unis. Il faudra attendre 1983 pour que le président Carter reconnaisse officiellement la faute commise et admette que la déportation était, je cite, une mesure raciste, hystérique et regrettable. Il faudra attendre encore 5 ans de plus pour que le président Reagan signe, le 10 août 1988, une loi visant à indemniser les rescapés de la déportation. Chaque nippo-américain qui a survécu à sa déportation perçoit 20 000 $ suite à la signature de cette loi. Reagan profitera également de l'occasion de cette signature pour saluer l'engagement militaire des Nisei. Le sang s'imprégnant dans le sable de ces plages est de la même et unique couleur. Les États-Unis restent uniques au monde, le seul pays non pas fondé sur la race, mais sur un idéal. Non pas à cause, mais grâce à notre diversité culturelle, nous avons eu toute la force du monde. Ceci est la manière américaine. Pour finir, quelques fun facts, pas si fun. Certains nippo-américains, considérés comme problématiques car refusant la déportation, furent envoyés dans des camps spéciaux, voire des prisons militaires. Des camps furent construits sur des terres amérindiennes, sans leur consentement. Ils furent indemnisés pour le « préjudice » entre guillemets subi. Les Nippo-Américains ne furent pas les seuls ciblés par la déportation.
Des Italo-Américains et Germano-Américains furent eux aussi internés, dans des proportions néanmoins bien moindres. Les États-Unis ne furent pas les seuls à vouloir déporter leur population d'origine japonaise. Le Pérou, ainsi que d'autres pays d'Amérique du Sud, voulaient également mettre en place ce dispositif. Les États-Unis ont offert d'accueillir leur population d'origine japonaise. Classe. Vous pouviez donc trouver des Nippo-péruviens dans les déserts de Californie et du Midwest. Enfin, malgré tout cela, aucun Nippo-américain ne fut jamais reconnu coupable de sabotage durant la guerre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destructeur du Monde. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On se retrouve, nous, dans 2 semaines, pour une nouvelle plongée dans les pages sombres de l'histoire. À bientôt.